Le terrorisme, la mise en place du G5 Sahel ou encore gérer la situation sécuritaire fragile dans le nord et le centre du pays. Pour aborder tout cela, Soumaïla Cissé est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le président de l'Union pour la démocratie et la République et sans doute candidat à cette présidentielle. Alors l'année 2017 a été marquée par une contestation populaire contre la réforme constitutionnelle. Des dizaines de milliers de personnes dans la rue, emmenées par la société civile. Touche pas à ma constitution Ante Abana. Regardez ces scènes de liesse, la dernière victoire de la rue contre le pouvoir malien qui a fini par céder. On écoute le président Ibrahim Boubacar Keïta. J'ai décidé, en toute responsabilité, de surseoir à l'organisation d'un référendum sur la révision constitutionnelle. Pour le Mali, aucun sacrifice n'est de trop. Alors aux avant-postes de cette victoire, il y avait Razbad, Master Soumi ou d'autres figures de la société civile. Où était l'opposition traditionnelle que vous incarnez? L'opposition était là. Je crois que ce qu'il faut dire, c'est que l'opposition a accompagné ce mouvement. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'opposition a été d'abord la première à contester. D'abord à l'Assemblée nationale, par une motion de censure, ensuite par la saisine de la Cour constitutionnelle. Je crois que nous avons enclenché le mouvement et la société civile nous a suivis. Mais elle a été dynamique, nous l'avons encouragée et nous avons vu que les jeunes Maliens, quand il s'agit de l'essentiel, arrivent à se mobiliser. C'est ça le plus important. Alors pour vous, la contestation n'est pas partie des jeunes leaders de la société civile, comme Razbat ou Master Soumi? Non, je crois qu'à un moment donné, on s'est tous retrouvés ensemble. Nous avons contesté d'abord à l'Assemblée nationale par les voies réglementaires. Nous avons demandé au gouvernement de discussion. Nous avons demandé que cela soit consensuel. Je crois que c'est très important. Je crois que cela n'a pas été. À un moment donné, l'affaire est venue dans la rue. L'affaire a été prise par les jeunes qui ont contesté cette imposition d'une réforme constitutionnelle qui n'était pas de bonne loi. Et je crois que c'est ça qui est le plus important. Est-ce que finalement l'émergence de ces figures populaires comme Razbat ne sont pas le principal danger dans votre course à la présidentielle? Mais non, je crois que dans une démocratie, il y a trois piliers fondamentaux. Il y a la majorité qui gère, qui gouverne. Il y a l'opposition qui s'oppose, qui fait des propositions. Il y a une société civile qui veille sur tout ça. Vous avez donc trois piliers. À un moment donné, la société civile a senti que notre combat était juste. Elle est venue renforcer cette société civile et cette opposition. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Si la cause est juste, elle est suivie par la majorité, si c'est vrai, ou par l'opposition, mais je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir qu'il y avait une société civile dynamique au Mali, qu'elle peut se mobiliser quand c'est l'essentiel, et surtout que les jeunes savent où est leur avenir, où est leur intérêt. C'est le plus important. Est-ce que finalement l'émergence de ces mouvements citoyens ne traduit pas aussi cette fracture avec la jeunesse qui ne se retrouve plus dans votre façon d'incarner la politique? Non, vous savez, je crois que ce qui a manqué souvent, c'est que la jeunesse n'est pas suffisamment écoutée. Il faut qu'elle soit écoutée. Souvent, certains croient qu'ils ont déjà des solutions pour la jeunesse. Elle a été écoutée par la société civile, en tout cas. Mais la société civile, c'est aussi la jeunesse. Et je crois qu'il ne faut pas séparer la société civile de la jeunesse. La jeunesse fait partie de la société civile. Elle incarne cette société civile. Elle se bat pour cela. Et je crois qu'aujourd'hui, les défis sont énormes. Nous avons une société qui est en mutation. Nous avons aujourd'hui des réseaux sociaux, nous avons une autre façon de communiquer, nous avons une autre façon d'échanger qui fait que les méthodes d'avant sont des méthodes dépassées aujourd'hui. Et je crois qu'il faut pouvoir incarner cette modernité, cette nouvelle technologie. Est-ce qu'aujourd'hui l'opposition n'est pas dépassée? Mais non, l'opposition n'est pas dépassée. Je crois que vous devez savoir que l'opposition a déjà fait énormément de propositions. L'opposition travaille en étroite collaboration avec cette société civile aujourd'hui parce que nous partageons les mêmes valeurs, nous partageons le même combat. Tant que le combat est commun, tant que les valeurs sont communes, il est évident que la séparation n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce dont il s'agit, c'est de défendre le Mali. Ce dont il s'agit, c'est de défendre un patrimoine commun. Et ce patrimoine commun, nous le partageons avec les jeunes, nous le partageons avec la société civile. C'est ceux qui n'ont pas compris ça qui font des fractures. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans un combat qui doit faire en sorte de sauver notre pays qui, malheureusement... Selon vous, qui n'a pas compris? Les jeunes? Non, je crois que ceux qui n'ont pas compris, c'est ceux qui sont au gouvernement, c'est ceux qui sont à la majorité, qui croient que ce sont les menaces, qui croient que c'est les interdictions de marche qui vont amener la paix. Bien au contraire, il ferait mieux d'écouter
d'être à l'écoute de la société civile, d'être à l'écoute de l'opposition pour que nous puissions sauver notre pays. Alors, l'élection présidentielle est prévue en juillet. Qu'attendez-vous pour officialiser votre candidature? Non, je crois que ce qu'il faut pour être président, il faut être président d'abord d'un pays. Aujourd'hui, notre pays est menacé dans ses fondements. Aujourd'hui, nous avons une gouvernance qui va au volo. Aujourd'hui, les problèmes sécuritaires, les problèmes de stabilité même de notre pays sont en cours. À partir de là, nous devons nous atteler d'abord à sauver le pays. Est-ce que vous allez vous présenter? Nous verrons. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est un peu trop tôt de se prononcer. Ce que nous essayons de construire, c'est un large front. Un large front pour aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel aujourd'hui, c'est d'aller vraiment à un changement dans notre pays. Aller à l'essentiel, c'est de faire en sorte que le président sorte effectivement et que nous prenions notre destin en main, que la gouvernance soit revue justement pour réussir. Et pour cela, ce n'est pas une affaire d'un individu, c'est une affaire d'un groupe, c'est une affaire d'un ensemble. Et c'est ce mouvement qui est en marche aujourd'hui au Mali. Justement, l'opposant Thiébilé Dramé, dans une interview sur RFI, appelle à une candidature commune de l'opposition. On l'écoute. Je suggère le plus large rassemblement possible de toutes les forces du pays autour d'un projet pour justement relancer le processus de paix au nord, éteindre le feu au centre. Vous voyez que je réponds à votre question. Donc vous appelez à une candidature commune de l'opposition. Exactement, autour d'un projet. Alors, estimez-vous, en tant que premier parti d'opposition et deuxième à la dernière présidentielle, que vous êtes le candidat naturel? Non, il n'y a pas de candidat naturel. J'ai échangé avec Thiébilé sur ce sujet bien avant son interview. J'avais échangé avec d'autres chefs de parti et nous avons tous convenu que nous devons faire des efforts pour avoir une candidature unique. Parce qu'aujourd'hui, le combat, c'est de sortir de la situation dans laquelle on est. Si nous continuons comme ça, le Mali va sombrer. Et nous en sommes conscients. Qui ferait l'unanimité selon vous alors? Je crois que nous verrons. Je ne peux pas décider de l'unanimité. Mais ce qui est important, c'est qu'on sache que nous devons mettre nos forces ensemble. Nous devons être plus forts. Être plus fort, c'est être ensemble. Et de partager, comme Thiébilé l'a dit, une offre commune. Et cette offre commune, nous sommes en train de la préparer. Et je vous assure que nous y arriverons. Vous seriez prêt à vous ranger derrière une autre candidature que la vôtre? Absolument, sans hésiter. Ce qui est important pour moi, c'est de sauver mon pays. Et notre pays est menacé. Toute personne qui ferait l'unanimité, qui ferait en tout cas le large consensus, nous le suivrons et nous nous battrons pour lui. Ce n'est pas une affaire individuelle aujourd'hui. Le Mali a atteint un point de naufrage extrême. Et il faut sortir de cela. Donc le message est entendu. Certains de vos compatriotes vous voient, je cite, comme un nordiste, car vous êtes originaire de cette région du Mali, traversée par des rébellions sécessionnistes et par la violence terroriste. Est-ce que c'est un handicap pour vous d'accéder à la présidence? Non, vous savez, moi je suis malien et je suis fier d'être malien. Cela me suffit. Ce n'est pas un handicap du sud. Pour vous. Non, ça ne peut pas être un handicap. Vous savez, j'ai été 2 fois candidat aux élections présidentielles. Je suis toujours le même, qui est né au même endroit, et cet endroit n'a pas changé. Et chaque fois, je suis arrivé quand même deuxième. Vous savez, la dernière élection, il y avait 28 candidats, et ils n'étaient pas tous du Nord. Et l'élection de 2002, il y avait 24 candidats. Je crois que c'est un faux débat de poser les problèmes dans ce thème. Ce qui est important, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce que les Maliens, est-ce qu'ils vont avoir confiance ou non? C'est ça le plus important. Les origines, franchement, c'est un autre débat dans lequel je ne veux pas rentrer. Alors, les élections locales ont été reportées. Est-ce que vous craignez aussi que la présidentielle n'ait pas lieu? Vous savez, si la présidentielle n'a pas lieu, le Mali, pour sauver ce pays, il faut qu'il y ait des élections. Il faut qu'il y ait des élections présidentielles. Ce qui m'inquiète, c'est les dérives que je vois aujourd'hui au niveau du président. On arrive aujourd'hui, un président qui perd son sang-froid, un président qui tombe dans l'invective, qui tombe dans les menaces. Nous arrivons aujourd'hui à interdire les rassemblements. Dernièrement, aujourd'hui, je pense, le maire de la commune 6 de Bamako est suspendu parce que tout simplement, il a autorisé un rassemblement du général Cinco. Mais c'est aberrant. Des femmes, et je vous en prie, des femmes qui ont marché tout simplement pour défendre leur travail ou pour défendre
la paix, se battre contre la violence, contre les femmes, c'est extraordinaire. Ils ont été gazés. Je crois qu'il faut arrêter ces dérives-là, c'est ça qui m'inquiète. Alors on va aborder un autre dossier, la situation sécuritaire. Alors l'année 2017 a été l'année la plus meurtrière sous Ibeka, près de 700 morts au Mali, dont 300 militaires maliens étrangers, plus de 2100 morts depuis 2013. Indéniablement, la situation sécuritaire se dégrade dans le nord et désormais dans le centre du pays. Écoutons ce qu'en dit le journaliste éditorialiste Adam Atiem. Il y a le fait que l'État a déserté, ne laissant comme interlocuteur que les djihadistes et les populations commencent à s'accommoder de la présence des djihadistes et même à les trouver plus justes. Le danger, c'est que l'absence de l'État risque d'accélérer la formation d'un califat djihadiste au centre du pays. Alors le Mali a perdu le nord, est-ce qu'il n'est pas en train de perdre le centre aujourd'hui? Je ne le souhaite pas, mais ce qui est réel, c'est que l'État n'est pas présent. Ce qui est réel, c'est que le gouvernement actuel est incapable de ramener la paix, de ramener la sécurité dans le pays. Ce qui fait que, effectivement, le pays va à volo dans ces cadres-là. D'abord le nord, aujourd'hui le centre. Il y a 2 jours, c'était autour de la ville de Ségou, jusqu'à Markala, à 35 km. Ceci interpelle. Ça interpelle, effectivement. Mais je ne suis pas d'accord de croire que il faut composer avec des djihadistes, il faut les combattre. Et pour les combattre, il faut être ensemble, il faut être plus fort, il faut faire des rassemblements et réfléchir et discuter ensemble pour réussir ça. Est-ce que le conflit au centre n'est pas en train de devenir un conflit ethnique? Vous savez, il y a toujours des dérives. Mais je pense honnêtement que c'est l'absence totale de l'État qui a mené cela. Ces ethnies dont on parle vivent ensemble depuis des millénaires. Il n'y a pas eu de problème. Il y a des bagarres habituelles entre agriculteurs et éleveurs. Ça c'est connu dans tous les pays d'Afrique. Mais je crois que la paix régnait. Et puis les mécanismes traditionnels permettaient de régler ce genre de problème. Justement, après la rébellion Touareg du Nord, est-ce qu'on n'assiste pas à l'émergence de la question Peul aujourd'hui? Il est évident aujourd'hui